Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Ici Alsace. Les élections municipales se dérouleront, vous le savez, les 15 et 22 mars prochains. Aujourd'hui, place aux candidats de Mulhouse. Mulhouse, deuxième ville d'Alsace, 105 000 habitants, une ville aux nombreux enjeux, tout à la fois jeunes. Les moins de 20 ans représentent un quart de la population. Une ville qui souffre aussi d'un taux de pauvreté de 36%. Ce débat est un rendez-vous Ici Alsace, télévision et radio s'associent pour mener les échanges. Et sont présents sur ce plateau 5 candidats parmi les 11 qui se présentent à Mulhouse cette année. Ici Alsace se conforme aux règles de l'Arcom sur l'équité en termes de temps de parole. Des règles que vous pouvez consulter via le QR code qui s'affiche actuellement sur votre écran. Dans ce studio, nous accueillons Michèle Lutz. Bonsoir, maire sortante, tête de liste d'hiver droite, soutenue par les Républicains et le parti Horizon. Absolument. Loïc Mineri, les écologistes, tête de liste d'Union de la gauche avec le PS, le PC, Place publique et Génération. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Christelle Ritz, vous êtes, vous, du Rassemblement national et tête de liste RN. Tout à fait. Merci à vous. Bonsoir. Lara Million, Renaissance, tête de liste d'Hiver Centre. Tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Et enfin, Elliot Gafanèche, bonsoir. Vous êtes, vous, le candidat de la France Insoumise, donc tête de liste LFI. Tout à fait. Bonsoir. Alors, 6 autres candidats se présentent à Mulhouse. Les voici par ordre alphabétique. Kadhafi Djehaf, sans étiquette, liste d'hiver droite. Salah Keltoumi, lutte ouvrière, liste d'extrême gauche. Frédéric Marquet, sans étiquette, liste d'hiver centre. Anouar Sassi, sans étiquette, liste d'hiver. Cécile Sornin, sans étiquette, liste d'hiver droite. Emmanuel Taffarelli, Reconquête, liste Reconquête. Donc voilà pour l'ensemble des candidats dans cette élection à Mulhouse. On va commencer avec vous par votre positionnement politique à chacun dans cette campagne. Pour mémoire, regardez les résultats du second tour en 2020. Vous étiez 4 présents dans cette quadrangulaire de second tour et présent aujourd'hui candidat sur ce plateau. Michèle Lutz, vous l'aviez emporté avec 38,6% des suffrages. Michèle Lutz, vous êtes la maire sortante de Mulhouse, vous êtes à nouveau candidate. On peut se poser la question, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Puis un atavisme à Mulhouse, les maires démissionnent en cours de mandat. On a vu Jean-Marie Bockel qui a été remplacé par Jean Rottner que vous avez remplacé. Est-ce que vous allez faire le mandat intégralement ou bien vous avez déjà des projets de succession en tête? Alors je vais tout de suite répondre à cette question, ça va déjà balayer le sujet. Si je m'engage dans ce mandat pour 2026, ça sera jusqu'à la fin du mandat. Clairement, je m'y engage. Je crois que je dois ça aux Mulhousiens. Et je pense également qu'il y en a sans doute d'autres qui quitteront peut-être le conseil municipal bien avant moi. Vous pensez à des candidats ici réunis? Bien sûr, on sait qu'il y a des candidats qui ont quitté très vite le conseil municipal dès qu'ils ont été élus en 2020. En tout cas, moi j'ai la conviction et j'ai la certitude que je serai là jusqu'au bout du mandat. Lara Million, ces propos de la maire sortante de Michèle Lutz s'adressent à vous puisque vous avez démissionné, vous étiez candidate en 2020. Pour cause de cumul des mandats, vous avez quitté la mairie de Mulhouse. Est-ce que vous allez faire pareil cette fois-ci si vous êtes battue? Quel est votre positionnement par rapport à ça? C'est de droit en fait. Je n'ai pas démissionné à partir du moment où vous atteignez le cumul du mandat. Et j'ai été élue effectivement comme conseillère d'Alsace et ensuite comme conseillère régionale Grand Est le même jour en 2021. Eh bien, il y a un mandat qui tombe et c'était celui-là. Alors je m'engage pour Mulhouse totalement et pour rester bien sûr jusqu'à la fin et j'espère pour être maire de Mulhouse. Vous êtes élue régionale, vous êtes vice-présidente de la collectivité européenne d'Alsace. Tout à fait. Vous avez un grand appétit électoral, pourrait-on dire? Un grand appétit, je m'engage et je pense que ce qui est très important, c'est de servir, grâce à mon positionnement comme vice-présidente de la collectivité européenne d'Alsace, je soutiens Mulhouse et nous avons soutenu pour plus de 5 millions d'euros Mulhouse, la ville de Mulhouse. Au conseil régional Grand Est, j'ai également soutenu la ville de Mulhouse sur beaucoup de projets. Je pense franchement, en regardant l'opposition aujourd'hui à Mulhouse, qu'il valait mieux que je sois à la collectivité européenne d'Alsace au conseil régional, parce que l'opposition n'a pas son mot à dire dans l'enceinte du conseil municipal. Et c'est bien dommage. Lara Million, vous étiez donc arrivée 3e dans cette quadrangulaire. Luc Mineri, vous étiez second, 2e. Oui. Vous étiez à l'époque à la tête aussi d'une union de la gauche qui comprenait la France insoumise. Qu'est-ce qui se passe là? Aujourd'hui, nous avons rassemblé très largement et différemment la gauche, en effet.
Nous avons avec nous, vous l'avez dit, le Parti communiste, nous avons Génération.s, les écologistes bien sûr avec moi-même, le Parti socialiste, Place publique. Donc c'est un rassemblement large de la gauche des écologistes, mais aussi, et pour moitié de notre liste, la société civile mulhousienne. Donc ça nous conforte, nous avons une équipe qui est prête à exercer les responsabilités, nous avons une configuration prête pour accéder au pouvoir à Mulhouse. Donc nous avons le projet qui accompagne cela. Et j'aimerais juste dire un petit mot quand même. Mesdames Lutz et Millon appartiennent à la même droite au final. C'est juste des histoires d'ego. On le voit bien, Madame Lutz, c'est la droite LR soutenue par Monsieur Retailleau. Madame Millon, c'est la droite de Macron qui siège dans le même exécutif, en tout cas au conseil départemental, avec Monsieur Couchot, donc le premier adjoint de la ville de Mulhouse. Donc au final, ce sont des histoires d'ego, ce sont des histoires d'aventure personnelle avant tout. C'est la guerre des droites qui revient d'actualité dans cette élection de 2026. Et donc nous voulons absolument opérer le changement, faire différemment et redonner un souffle à cette ville. Là, vous parlez de la droite, mais côté gauche, c'était pas possible de vous entendre avec Liot Gafanèche, à qui je tends peut-être aussi le micro dans la foulée. Vous ne pouviez pas vous parler, c'était pas possible. On a fait avec des gens qui voulaient construire, qui voulaient accéder aux responsabilités, qui voulaient en effet faire différemment à Mulhouse, avec des gens qui respectent aussi le travail qui a été fait par les élus sortants, par l'équipe sortante, qui a été au travail, qui a été sur le terrain. Ce travail qui doit être reconnu. Liot Gafanèche va vous répondre. Oui, non, nous, vous savez, il y a eu les discussions. On était en 2020 dans Mulhouse Cause Commune, ça s'appelait à l'époque. On a été partie prenante de la construction de ce projet, j'ai envie de dire, au-delà d'une liste. Et en 2026, enfin pour les élections de 2026, quand on est retourné dans les négociations avec... il y a M. Mineri en face de moi, mais il n'y a pas que lui. Il y a les responsables du Parti communiste, du Parti socialiste qui sont arrivés après. Voilà, tout à fait. Et les négociations se passant particulièrement mal par ailleurs, on a demandé de clarifier à M. Mineri sa ligne. Et on est arrivé, c'était pas moi d'ailleurs, c'était des camarades de la France Insoumise avec une liste de points programmatiques qui étaient dans le programme de 2020. En clair, qu'est-ce qui vous sépare ? J'y viens. Merci. Et M. Mineri la regarde et dit vous avez beaucoup d'exigences, la balance devant lui passe à l'autre point de l'ordre du jour. Et dans ces points, il y avait notamment la gratuité des transports pour tout le monde. Très bien, on aura l'occasion. On avait une thématique qu'on abordera. Voilà, la fin du jumelage avec Guy Vataïm, le référendum d'initiative citoyenne, il y avait, il me semble, une quinzaine de propositions. Merci. Il n'était pas là, mais il sait ce qui s'est passé, c'est formidable. Madame Ritz, on va vous donner la parole. On a entendu les 4 autres candidats. Madame Ritz, donc votre positionnement aujourd'hui, vous êtes arrivée 4e en 2020. On a l'impression que votre candidature fait toujours moins que ce que fait le Rassemblement national sur Mulhouse, que vos élus nationaux. Comment expliquer cette différence de résultats par rapport à vos élus nationaux, par rapport à la présidentielle, par exemple ? Oui, effectivement. Alors le résultat de 2020, je pense qu'on ne peut pas vraiment en tenir compte dans son intégralité, avec cette période de Covid qui était quand même très très difficile. Je pense que tous ici autour de la table, on n'a pas fait les fameux résultats qui étaient escomptés. Aujourd'hui, je suis toujours là, je dis toujours qu'un mandat prépare le suivant. Et aujourd'hui, on revient avec un projet, on revient avec une liste renouvelée et avec également d'autres résultats, d'autres élections qui ont été bien meilleures et que j'ai par exemple doublé aux dernières législatives. Même si ce n'est pas la même élection, mais les résultats sont à nouveau en augmentation. Et en plus de ça, il faut quand même prendre en compte la fuite des Mulhousiens qui quittent Mulhouse. On le voit aujourd'hui, nous avons perdu 2 sièges à la M2A pour ces élections-là. Et mes électeurs, je les retrouve et je le vois aux résultats que je fais dans l'agglomération. Voilà. Là, il y a une pléthore de candidats. Larmire, vous aurez encore la parole. Une pléthore de candidats cette année, 11 candidats, alors qu'il n'y en avait que 7 en 2020. Et il y a une particularité aussi, alors c'est un phénomène national, c'est ces candidatures dites indépendantes qui ne veulent surtout pas se référer à un parti. Alors, il y en a au moins 4 qui le sont totalement. Je vous propose d'écouter cette justification d'un des candidats qui se dit indépendant, Frédéric Marquet. À l'échelle d'une ville, c'est encore une fois pas l'appartenance politique qui est la plus importante, c'est le projet qu'on porte pour sa ville. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie attente des citoyens de passer à des choses, j'allais dire, sérieuses, alimentées par la société civile, en essayant de regrouper avant tout des compétences, parfois simplement du bon sens et de l'engagement pour sa ville.
Alors je me retourne vers vous, Michèle Lutz. Vous affichez peu vos couleurs sur vos affiches. Vous êtes soutenu par LR, par les Républicains, Bruno Retailleau, Franck Leroy, Xavier Bertrand, Édouard Philippe. Et pourtant, sur vos affiches, cette étiquette est un peu gommée. C'est ce que évoque le candidat Marquet en disant lui, il n'a pas d'étiquette, mais vous en avez une que vous n'affichez pas. Alors ce n'est pas par déni d'afficher une étiquette, mais tout simplement, je ne suis plus encartée maintenant depuis 5 ans dans aucun parti. Alors oui, j'ai le soutien LR, le soutien d'Horizon, évidemment du président Leroy, de M. Bertrand également, mais je crois qu'on peut très bien être indépendant et avoir des soutiens. Et c'est même le sens de cette campagne. Et quant au nombre de listes, et je me permets de rebondir là-dessus, moi je considère que c'est bien d'avoir autant de listes. Pour moi, c'est une démocratie qui est vivante. Pour moi, ça interpelle aussi parce que ça veut dire que de plus en plus de personnes sont intéressées par la chose publique. Et moi, je prends ça d'une façon mais vraiment très, très positive. Alors, vous le dites, vous n'êtes plus encarté. Il y a plein de gens comme ça qui veulent surtout... Alors, des fois, ils sont encartés, mais il ne faut pas dire où. Des fois, ils ne le sont plus. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi c'est ça, un parti politique aujourd'hui? Eh bien non, à un moment donné, je n'ai pas trouvé mon positionnement et je me suis rendu compte que je ne défendais plus les mêmes valeurs. À un moment donné, je pense qu'on peut être homme ou femme en politique, ne plus défendre tout à fait les mêmes valeurs, mais on n'est pas obligé de se positionner pour cela. Lara Billon, un mot sur le macronisme. Vous étiez affiché clairement Emmanuel Macron en 2020. Aujourd'hui, ça a disparu de vos affiches aussi. Vous déclarez plus indépendante, on va dire. Alors, pourquoi ce changement de position? Alors, déjà, tout le monde le sait. Moi, je suis libérale centriste. Renaissance et Gabriel Attal. Mais aujourd'hui... Moi, je rassemble des compétences, des personnes de différentes sensibilités et on n'est pas des étiquettes. Moi, je suis pas il n'y a pas un cartel partisan. J'ai des personnes qui sont engagées dans des associations, dans des entreprises, dans le service public. Et bien sûr, et ce qui est important, c'est que quand on veut être un maire d'une grande ville, il faut des alliés. Parce qu'un maire isolé, c'est une ville affaiblie. Donc j'ai la chance, effectivement, d'être soutenue par la collectivité européenne d'Alsace, par l'Europe, par l'État. On va écouter. C'est un plus. Merci, Lara. Si je suis maire demain de Mulhouse, je serai le maire de toutes les Mulhousiennes et de tous les Mulhousiens. On va écouter Eliott Gafanèche qui assume. À LFI, vous assumez clairement cette étiquette, vous l'affichez de partout. Évidemment, mais la raison pour laquelle les gens ne montent pas leur étiquette, c'est parce qu'ils en ont honte. Ils ont honte du bilan de Retailleau, du bilan de Macron, du bilan de François Hollande. Moi, j'ai pas honte de ce qu'ont fait les députés, la France Insoumise, vous affichez vous aussi ni les candidats au président. Excusez-moi, je vous ai interrompu, mais Christelle Ritz, vous affichez aussi vos convictions sur vos affiches. Oui, bien sûr, puisque je pense qu'une partie de nos électeurs aussi le droit de se retrouver. Effectivement, il y a une certaine démocratie, il y a pléthore de listes. On voit effectivement que chacun a le droit de se présenter et chaque électeur a ensuite son propre choix à faire et c'est ce que nous offrons aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que sur ma liste, toutes les personnes sont encartées au Rassemblement National ou à l'UDR. Des sympathisants également. Il y a mais pas que des sympathisants, j'ai des personnes de la société civile qui ne sont pas du tout encartées chez nous. Alors, il y a un autre élément qui ressort de cette campagne, que je retrouve dans quasiment tous les programmes, c'est la manière dont les gens veulent un changement de méthode à Mulhouse. Alors je vous propose d'écouter Anouar Sassi et Cécile Sornin, qui sont 2 têtes de liste également indépendantes, qui nous expliquent comment ils veulent changer la méthode. Ce qu'on va surtout changer, c'est la méthode de gouvernance. C'est une méthode qui implique de plus en plus les Mulhousiennes et les Mulhousiens, car aujourd'hui, nos concitoyennes et nos concitoyens sont demandeurs et qu'on va apporter aujourd'hui surtout des réponses qui concernent l'ensemble du territoire. On l'a bien vu lors du dernier mandat, les solutions, on ne va pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais elles ont été extrêmement concentrées. Et si j'osais, je dirais qu'elles ont été particulièrement clientélistes. En fait, aujourd'hui, on a eu des équipes qui n'écoutent pas, qui ne répondent pas aux sollicitations. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner raison à tout le monde, mais ça veut dire qu'il faut écouter tout le monde et travailler avec tout le monde. Et ça, aujourd'hui, c'est en panne ? C'est le sentiment qu'on a et c'est ce que les habitants croient. Et c'est ce que je pense également. C'est aussi le sens de notre candidature, faire différent. Alors Michèle Lutz, un témoignage qui vous concerne directement, puisque vous êtes aux affaires, vous êtes la sortante. C'est une ancienne adjointe, Cécile Sornin, qui s'exprime, qui a été démise de ses fonctions pour trahison, c'est ce qu'elle évoque. C'est un discours facile, bien sûr, quand on est dans l'opposition, mais pourquoi ces problèmes de méthode, peut-être ? Madame Sornin a une manie d'être toujours dans la méthodologie. Alors oui, ça la regarde et c'est tout à son honneur. Mais je tiens à préciser qu'elle n'a pas été démise de ses fonctions pour trahison. Elle a pris fait et cause pour un élu, un adjoint en l'occurrence, à qui j'ai retiré les délégations. Ce n'est pas tout à fait la même chose et je tiens vraiment à le rétablir.
Alors oui, elle a sans doute raison. Vous voyez, le mandat qui vient de s'écouler, pour moi, c'était le mandat où on a fait des grandes transformations de la ville. Le mandat qui s'ouvre à nous en 2026, ça va être le mandat où on va être effectivement plus près de nos concitoyens. D'ailleurs, j'ai décidé de laisser la part belle aussi aux citoyens au conseil municipal. Si un nombre suffisant de personnes souhaitent interpeller le conseil municipal sur une thématique précise, ils pourront le faire. Parlons de thématique, on va avancer tout doucement. Par rapport à cette manière de concerter, pas concerter, il y a un sujet qui fait évidemment beaucoup parler à Mulhouse en ce moment, en matière de transport, mobilité. C'est le point de crispation de cet axe Briand-Franklin qui a été fermé aux voitures. Je vous propose d'écouter d'abord, pour commencer, un boucher qui travaille dans cette rue et qui vous interpelle tous. Alors voilà ma question aux candidats. Comment ça va se passer avec cette rue piétonne après les élections? Parce que pour l'instant, la rue est vraiment déserte et les commerces commencent à mourir. Alors un témoignage très concret, Loïc Minéry, c'est une réalisation que vous auriez pu imaginer aussi. Vous êtes élu écologiste, plus de place pour les piétons et les vélos dans l'axe Briand-Franklin, ça doit vous ravir. En réalité, c'est la méthode qui n'est pas allée. Les chantiers se sont multipliés de façon simultanée. Ça a été effectivement des emmerdes du quotidien, disons-le clairement, pour les Mulhousiennes et pour les Mulhousiens. Mais Mme Lutz vient de faire un aveu. Elle dit qu'elle ne s'est pas occupée de l'humain, des concertations durant ce mandat, mais uniquement des aménagements. Donc tact. Et sur cet axe Briand-Franklin, en effet, nous aurions fait différemment. Nous aurions certes traité à la fois l'aménagement de la voirie, de façon à rendre les mobilités actives, les mobilités douces, beaucoup plus favorables sur cet axe en question. Mais là, maintenant que les choses ont été faites, il va falloir surtout mettre en place des ajustements. Nous proposons notamment une navette gratuite entre DMC et la station Grand Rex, qui desservent l'ensemble du linéaire et également les marchés, les jours où justement il se tient. On garde cet axe piéton. En tout cas, en partie, parce que ça soulage aussi. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, les transports en commun mulhousiens sont contents. Les Solea est très content du fait que justement les bus soient davantage à l'heure, puissent arriver davantage à l'heure au bout de la ligne. Non mais c'est important parce qu'effectivement on oublie souvent que ce sont les populations les plus vulnérables, ce sont souvent les populations les plus appauvries qui prennent les transports en commun. Merci Loïc Minéry. Lara Millon, vous voulez remettre des voitures, si j'ai bien compris, sur cet axe Briand-Franklin. Oui, d'abord un constat, je crois effectivement que la méthode n'était pas bonne. Michèle Lutz est maire depuis 9 ans. Au début, elle a pu surfer sur les programmes de Jean-Marie Bockel et de Jean Rotner. Et aujourd'hui, on voit que depuis 4 ans, il y a fracture, la ville s'isole et elle s'isole aussi parce que, de plus en plus, il y a des artères piétonniers, mais on n'a pas réfléchi, il n'y a pas eu cette vision. Donc il faut une vision pour la circulation, et la circulation, le stationnement, il faut réouvrir l'avenue Aristide Briand, il faut faire... Réouvrir, c'est-à-dire des voitures à nouveau? Des voitures à nouveau pour revenir aussi au marché, il faut du stationnement, des îlots, etc. Ce que j'entends quand même, juste chez Loïc Minéry, qui est très dogmatique, et ça me fait un peu rire. Oui, alors vraiment, vous êtes plutôt dans l'idéologie punitive, mais ça, on le sait. Et moi, je trouve dans cette politique politicienne, quand je vous entends tout à l'heure discuter avec M. Gafanèche, c'est de dire on a négocié, on n'a pas trouvé... Si je me permets, Madame Millon, c'est très concret. Là. C'est un axe qui est piéton. Est-ce qu'on met des voitures ou est-ce qu'on ne met pas de voitures? C'est que l'écologie, aujourd'hui, s'allie avec LFI. Je pense que c'est important pour Mulhouse de savoir que demain, on ne peut pas être le matin écolo LFI et l'après-midi de gauche. On n'aura pas le détail sur Briand-Franklin. Monsieur Gafanèche. Qu'est-ce que vous faites de cet axe? Écoutez, moi, c'est consternant d'entendre que c'est génial ce qui se passe à Franklin parce que les bus arrivent à l'heure. Moi, je suis allé les voir, les commerçants de Franklin, pas que moi, avec mon équipe. On a entendu le boucher de Franklin. À chaque fois, ils m'ont parlé de la même chose. Ils accusent d'une baisse d'entre 30 et 50% de leur chiffre d'affaires. Alors, le fait que les bus arrivent à l'heure, franchement, j'en ai pas grand-chose à faire dans ce cas-là. Surtout que les bus n'arrivent pas à l'heure, non pas à cause d'un encombrement de la route, mais à cause du management de Solea qui presse les chauffeurs comme des citrons. Moi, je pense que le problème de l'avenue Aristide Briand, c'est l'absence d'alternative. C'est qu'on a coupé d'un coup les voitures, qu'on n'a pas mis
spécialement plus de bus, il n'y a pas plus de stations qu'avant la fermeture, qu'on a, pour ranger son vélo, franchement, les poteaux qui sont, ne donnent confiance à personne. Je vous interromps, Christelle Ritz, vous semblez acquiescer à ce que dit votre voisin LFI. Sur le RN, vous êtes sur la même longueur d'onde que LFI en l'occurrence. Non, du tout. Monsieur Gafanèche. J'acquiesce, non, par rapport à ce qui était dit. Effectivement, il y a eu un problème de méthode et je vais vous répondre de manière très simple pour répondre à votre question. Effectivement, il faut ramener la voiture, il faut ramener la circulation, mais en sens unique. Aujourd'hui, on nous dit, voilà, l'avenue Aristide-Briand, c'est 15 000 voitures en moins. Mais ces 15 000 voitures en moins, il ne faut pas se leurrer. On les retrouve dans la cité, on les retrouve dans des petites rues très étroites. Donc l'idée, bien sûr, j'acquiesçais simplement le fait que les commerçants accusent de 30, 40, 50, voire 60% de chiffre d'affaires en moins. Voilà ce que j'acquiesçais. Michel Lutz, c'est votre projet, c'est vos réalisations. Est-ce que vous l'assumez encore aujourd'hui ? Je l'assume complètement, parce que je rappelle que l'avenue Aristide-Briand et les travaux qu'on y a fait, ça fait partie d'un projet global de redynamisation du secteur. Oui, voilà. Et je pense que quand on est un maire en responsabilité, parfois on sait aussi être humble. Et j'ai l'humilité de dire qu'on ne sait pas tout. Par exemple, la rue des Orphelins, on s'est rendu compte qu'effectivement, ça occasionnait des bouchons. Eh bien, tout simplement, nous l'avons repris dans les deux sens. La rue Gutenberg. Monsieur Mineri, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous avez parlé. La rue Gutenberg. La rue Gutenberg, on se rend compte, ça crée des bouchons. Les usagers ne sont pas contents. Eh bien, dans les prochaines semaines, nous allons remettre les deux fils. Donc vous revoyez votre copie en fonction de la manière dont ça se déroule. Mais je sais juste avoir l'humilité de dire je ne sais pas tout avec mon équipe et que voilà, j'écoute les usagers. Ça pose des problèmes aux usagers. L'itinéraire bis ne fonctionne pas. Eh bien, nous allons refaire différemment. Il y aura dorénavant 2 voies rue Gutenberg. Mais ça ne change rien au programme général de redynamisation de ce quartier, avec quand même un focus très important sur le marché. Rappelons-nous quand même que c'est un vecteur important du quartier et de la transformation du quartier. Et vous allez voir que dans peu de temps, il y aura un magnifique projet sur le marché. Alors, vous avez suscité des réactions là autour de nous. On parle tous du marché, on peut prendre 2-3 minutes pour parler du marché. C'est un enjeu. Justement, c'est un cœur battant de Mulhouse. Mais Madame Lutz, vous pourriez aussi dire que vous faites un geste pour les commerçants de l'avenue Briand, la rue Franklin. C'est trop tard, vous ne serez plus aux affaires. Mais pour autant, il faut les aider. Il faut les aider parce qu'ils souffrent en effet. Le marché, c'est pareil. Ils sont en grande difficulté. Ils attendent la halle couverte que vous promettez depuis des lustres pour la dalle fruits et légumes. Il est temps en effet de répondre aux besoins des commerçants qui veulent que les élus soient aux côtés des commerçants du marché, soient à leur écoute. Ça n'a pas été le cas toutes ces dernières années. Ils ont été ballottés avec des projets hypothétiques, Gare du Nord ou autres, de déménagement du marché de Mulhouse, qui visiblement ne vous plaisaient pas dans sa configuration actuelle. Or, c'est un cœur battant de Mulhouse qu'il faut préserver. La Rébillon, vous voulez compléter le propos ? Oui, je voulais surtout dire que les commerçants du marché souffrent, les commerçants du centre-ville souffrent, et il y a un problème de méthode, et c'est de l'argent public. Aujourd'hui, la maire de Mulhouse a fait des travaux, elle se rend compte après, parce qu'il n'y a pas eu de co-construction et de concertation avec les commerçants, avec les associations, avec les riverains. Avant encore, il y a quelques années, quand on avait un projet, on concertait. Il n'y a eu aucune concertation. Là, elle revient Vous étiez absente pendant 6 ans. Elle revient en arrière, absente mais bien présente. Elle revient en arrière et ça coûte de l'argent. Et c'est l'argent du citoyen. Ne l'oublions pas. Christelle Ritz, sur ce dossier du marché de Mulhouse. Oui, pour rebondir, je rejoins mes collègues. Effectivement, nous les avons tous rencontrés, les commerçants et du marché. Les commerçants du centre-ville sont en grande souffrance. Moi, c'est encore une fois la méthode. Aujourd'hui, 2 semaines avant le premier tour des élections, on réouvre la rue des Orphelins. On nous annonce aujourd'hui en plein débat qu'on va réouvrir la seconde voie de Gutenberg. Je pense que les électeurs, aujourd'hui, ont le même sentiment que nous de ne pas avoir écouté, qu'on fait un petit geste juste avant les élections. Voilà. En souffrance, je rebondis sur votre propos. On a l'impression que c'est le propre de beaucoup de centres-villes aujourd'hui, que ce soit à Strasbourg, à Colmar, dans d'autres villes. Monsieur Gafanèche, je crois que vous partagez ce point de vue également en disant il y a moins d'argent, les gens ont moins de choses à dépenser et les commerces souffrent. J'ai lu vos programmes, c'est un peu ce que vous défendez. Absolument. Donc ce n'est pas une question d'aménagement, c'est une question plus globale. Il y a l'aménagement dedans, mais effectivement, c'est une question plus globale, parce qu'aujourd'hui, pour aller au centre-ville, si vous habitez à Bourse-Villers ou au Coteau, vous devez avoir une voiture ou vous devez payer votre ticket de tram ou de bus. Et effectivement, c'est un problème, surtout quand vous êtes jeune. Les 3,20 € que vous allez mettre pour l'aller-retour, vous allez pas pouvoir les mettre dans, je sais pas, un café, un truc que vous achetez en terrasse. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui,
voyager à Mulhouse, utiliser les transports publics, ça coûte de l'argent. 200 € par an si vous avez moins de 26 ans, 400 si vous avez entre 26 et 65 ans. Et en vrai, les commerçants, ils ont une baisse d'affluence parce que les gens ne peuvent tout simplement plus venir. Et donc je pense qu'une des premières mesures, c'est pas la seule, mais c'est aussi de rendre ces transports-là gratuits pour que tout le monde puisse en bénéficier. Le plan de circulation est une catastrophe. Tout le monde le dit. Madame, le plan de circulation est une catastrophe. Et aujourd'hui, et vous voulez en être le maire. Excusez-moi, vous avez demandé à Loïc Mineret de ne pas vous couper. Je m'étonne. Donc voilà, le plan de circulation est une catastrophe. Tout le monde le dit. Il y a des gens avant qui mettaient 5 à 10 minutes en voiture. Aujourd'hui, ils mettent 45 minutes. En plus, c'est de la pollution. Vous êtes dans le déni, Madame Lutz. Non, la pollution, vous êtes nous la dans le réglons déni. Aussi par les commerçants souffrent. Dans le temps, on avait des gens de Riedisheim, de Brunstadt qui venaient, ou de l'agglomération qui venaient à Mulhouse. Ils ne viennent plus parce que justement, c'est difficile d'accéder. Et quand un centre-ville se meurt, c'est une ville qui se meurt. On vous explique juste la situation. Essayez de l'entendre, s'il vous plaît. Et Madame, au lieu de dire que la ville se meurt, ce que vous dites à répétition depuis la semaine dernière, ce débat, nous l'avons eu. Est-ce qu'on ne peut pas penser peut-être aux propositions que nous pourrions faire à l'avenir au commerce mulhousien? Justement, sur cette question-là, il faut penser à l'alternative. On est seulement en train de critiquer. Et pardon, nous sommes 5 candidats. Tout un chacun voudrait devenir maire de Mulhouse. Et on critique cette ville. Pardon, je suis choquée. Pas en tant que Michel Lutz, mais je suis choquée pour les Mulhousiens. Parce qu'on ne parle pas comme ça de la ville qu'on aimerait, où on aimerait occuper un siège de maire. Madame la maire sortante, aujourd'hui, vous voyez bien que le ring ne tourne pas rond. On n'a pas prévu les alternatives. On n'a pas prévu les alternatives. Le ring pour les gens qui ne sont pas de Mulhouse, c'est une circulation périphérique. Mais je pense, terminer là, mais après, on va passer à une autre thématique. Avec des parkings justement périphériques qui permettent de délaisser le trafic. Si on dit aux gens, ne prenez pas votre voiture, il faut prévoir des alternatives de qualité. On va passer à un autre sujet. On va tourner cette page. On voit qu'il y a des désaccords et c'est intéressant. C'est pour ça que nous sommes ici, pour comparer vos projets aux uns et aux autres. Donc, il y a une autre thématique qui apparaît aussi dans la plupart des programmes, c'est celle de la sécurité, notamment de l'avenir de la police municipale. Et là, je m'adresse à vous, Elliott Gafanèche, car vous êtes le seul, finalement, qui ne veut non pas l'augmenter, mais vraiment même éventuellement la démanteler de ce que vous disiez. Oui, tout à fait. Expliquez-nous là. Alors moi, je pense qu'il y a un constat à faire sur la police municipale. Ça coûte 9,2 millions d'euros tous les ans à la ville de Mulhouse. J'ai le choix. Avec à peu près 11 millions d'euros, je peux faire les transports gratuits de toute l'agglomération mulhousienne. Avec 9,2 millions, je peux avoir 75 agents municipaux qui sont en fait des espèces de médiateurs avec des flingues, sans vouloir être méchant, et qui, franchement, font le même boulot qu'un médiateur assermenté. Le même, avec un flingue. C'est plus intimidant peut-être, et des grosses bagnoles aussi. Mais franchement, c'est une perte d'argent, et je pense que c'est une compétence qui ne doit pas être à la mairie. Bien sûr, une ville comme Rennes n'en a jamais eu. Une ville comme Rennes, qui est beaucoup plus grosse, n'en a jamais eu. Christelle Ritz, vous voulez doubler la police municipale. Donc là, on est vraiment dans les extrêmes. Effectivement. Alors oui, une ville comme Mulhouse, on le voit aujourd'hui, on a déjà besoin de nos policiers municipaux. Et on sait que l'effectif n'est pas suffisant. Donc mon projet, effectivement, sur tout le mandat, est de doubler la police municipale. Avec quel budget alors Parce qu'il parlait de 9 millions, donc vous êtes à doubler. 9 millions, mais à budget constant. Monsieur Gafanèche parle des médiateurs. Il appelle ça des médiateurs avec des flingues. Oui. Alors moi, je ne veux plus de médiateurs du tout, et surtout pas avec des flingues. Voilà. Super. Donc on va déjà récupérer de nombreuses ETP, et je n'ai pas dit que j'allais les doubler la première année du mandat. La police municipale. Alors monsieur Gafanèche, je ne vous ai pas encore coupé, alors laissez-moi terminer. Donc je pense que nous réglerons beaucoup de soucis en réglant les problèmes de la sécurité à Mulhouse, et notamment, il faut doubler les effectifs. Il nous faut une police de nuit sur toutes les nuits de la semaine. Loïc Mineret, sur ce dossier de la police municipale, à un moment, la gauche était contre les caméras, la vidéo. Aujourd'hui, vous avez atténué le propos. Jadis, il y a 15 ou 20 ans, la position a évolué, du Parti socialiste notamment, et des écologistes aussi. Aujourd'hui, vous souhaitez davantage de caméras, davantage de police municipale ? On souhaite mieux de caméras, on souhaite, c'est-à-dire des caméras installées à des endroits stratégiques, dans des nœuds où il peut y avoir des tensions. On regarde ça finement avec l'ensemble des partenaires de terrain, avec effectivement les médiateurs, les acteurs des différents quartiers, les centres sociaux et autres. On peut aussi, pour la police municipale, faire un effort notamment sur l'équipement.
Aujourd'hui, effectivement, nos policiers municipaux se plaignent de ne pas avoir des équipements suffisamment grand nombre et de qualité. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est des Donc, il faut voitures? fournir un effort. Par exemple, sur certains équipements, en effet, des caméras piétons. Ils les demandent, des caméras piétons, et c'est un outil intéressant justement pour apaiser la ville. Alors justement, je reviens là-dessus. Si on doit agir en matière de prévention et de tranquillité publique, on doit agir sur deux jambes. À la fois la prévention et la sanction. Aujourd'hui, on doit muscler notre jambe en matière de prévention parce qu'on n'en a pas fait assez. Aujourd'hui, on n'est que dans le répressif. On est dans ce qu'on appelle les gadgets. Madame Lutz veut des drones, elle veut une application. C'est pas ça, c'est la présence humaine qui va régler les problèmes. Sur le terrain, au contact des habitants, des patrouilles mixtes, police municipale, agents de tranquillité publique. Michel Lutz va vous répondre. Oui, absolument. Alors, vous aurez compris que moi, je suis pour la police municipale, bien évidemment. Je crois qu'elle a montré aussi ses forces, cette police municipale, aux côtés à la fois des Mulhousiens et des usagers de Mulhouse. Nous avons cette police municipale de nuit que tout le monde réclame. Je suis désolée, elle existe depuis 2021. Une nuit sur deux. Il y a une brigade, donc il y a des nuits où elle ne fonctionne effectivement pas. Mais c'est automatiquement pris en relais avec la police nationale, parce que la police municipale a aussi des partenariats avec la police nationale. Et on ne peut pas dire que la ville n'est pas couverte en termes de sécurité, elle l'est H24. Je tiens à le préciser. Alors, je me tourne vers Lara Millon, une proposition que j'ai vue dans votre programme, couvre-feu pour les moins de 13 ans. Tout à fait. Alors d'abord, je voulais dire je voudrais deux mots sur ce couvre-feu, parce que c'est quand même original. Alors tout d'abord, hallucinant, est-ce que vous pourriez aussi écouter, on va vous écouter, Lara Millon. La vérité n'est jamais dans les extrêmes, vous l'avez bien vu. On vous écoute. Donc tout d'abord, évidemment, on a une police municipale qui fait très bien son travail. Il faut la renforcer, donc plus de policiers municipaux. Nous souhaitons créer une brigade anti-incivilité, plus de caméras et ce couvre-feu de 23h30 à 6h pour les moins de 13 ans, c'est pour protéger nos mineurs de moins de 13 ans. Un mineur de moins de 13 ans n'a rien à faire pour vous, seul ça serait dans la nuit. Toute l'année, toutes les nuits de l'année. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et avec plus de caméras, parce que je pense que c'est important, on a de plus en plus de citoyens qui nous demandent des caméras pour les incivilités, pour autres. Il faut sécuriser cette ville, parce qu'il y a quand même eu une augmentation de 17% de 2017 à 2024 des crimes et délits, des cambriolages, des trafics de stupéfiants, de la violence aussi, intrafamiliale, tout ça. Il faut bien entendu l'intégrer dans nos réponses. Plus 17%, c'est un chiffre qui sort d'où? Je ne sais pas, parce que Mme Millon a l'habitude de nous donner beaucoup de chiffres. Je ne sais pas d'où sort... écoutez, du ministère, je peux vous l'envoyer. Je ne sais pas d'où sortent ces chiffres. Voilà. Mais moi, ce que j'aimerais peut-être poser comme question également, plus, mais à un moment donné, comment arrive-t-on à gérer ce plus? Madame Millon, vous êtes du parti de M. Macron, et donc vous savez très bien que nous n'aurons pas de budget supplémentaire pour 2026. Donc, à budget constant, comment embauche-t-on plus de policiers municipaux? Comment mettons plus de caméras? À qui va-t-on prendre cet argent? Mais je vous pose la question. Vous n'avez pas lu mon document. Non, parce qu'il y a trop de chiffres, Madame Millon. C'est ça, oui, je sais que vous et les chiffres, et pourtant il est très simple à lire. Non. Création d'une brigade anti-incivilité, 300 000 euros, dispositif papier-mâché. Je pense que votre cerveau est branché sur une calculette. Vous savez, non, je voulais juste dire, on voit bien que les chiffres pour vous n'ont pas d'importance. L'avenue Aristide Briand, le fait aussi que vous avez enlevé la Fontaine au centre-ville, tout ça c'est l'argent du Mulhousien. Et j'ai envie de vous dire, les chiffres sont importants. 1 euro dépensé, c'est 1 euro utile, parce que c'est l'euro des citoyens de Mulhouse. Vous acquiescez, Elliot Gafanèche, sur 1 euro dépensé est 1 euro utile. Là, je tombe des nues. Tous les candidats autour de cette table, à part moi, sont dans une espèce de surenchère sécuritaire. Tout le monde veut expliquer que ce sera lui qui veut le plus de flics, qui veut le plus de caméras. Personne ne se pose une question sur l'utilité d'avoir des caméras partout. Moi, je les démantèlerai. Ça coûte cher, ça sert à rien. Si vous allez porter plainte et que vous demandez l'accès aux caméras, ils vous diront « Ah, là, on l'a pas vu. Ah, on voit pas la plaque. Ah, ça, c'est pas possible. On n'a pas le son. » C'est du vécu, pas seulement de moi d'ailleurs. Mais ça, c'est des choses qui ne servent à rien. On est en train de jeter l'argent des Mulhousiens par les fenêtres. Et j'aimerais quand même dire que les Mulhousiens payent 2 fois. Une fois par leurs impôts nationaux pour la sécurité, la police nationale. Et une deuxième fois, ils devraient payer, on ne sait pas pourquoi, pour une police municipale qui fait en gros la même chose en moins bien et qui nous coûte 9,2 millions. 9,2 millions, ça nous fait presque les transports gratuits dans toute l'agglomération. Mais si M. Mineri veut plus de flics, je comprends qu'il ait abandonné la gratuité des transports. Ce débat, si vous le voulez bien. Juste une question de chiffres. 9,2 millions, vous dites que c'est le transport gratuit dans toute l'agglomération. Presque.
Combien le transport gratuit pour la ville de Mulhouse? Dans l'agglomération, combien 12 millions. Pour la ville de Mulhouse, combien? Moi, je veux le faire pour l'agglomération. Pour la ville de Mulhouse, combien? Je veux le faire pour l'agglomération. Vous ne pouvez pas vous décider ce que vous allez faire. On peut en discuter. Oui, c'est 9 millions d'euros. Si vous voulez, on peut. Moi, je suis venu avec mes petits chiffres. Il y a une sacrée différence entre Madame Lutz, qui ne fait effectivement aucun chiffrage, zéro chiffrage dans son programme, et Madame Millon, qui se transforme en Madame Irma, qui chiffre tout jusqu'en 2032. Alors qu'on sait très bien que les réalités budgétaires qu'elle propose, les chiffres qu'elle annonce, vont être percutés par le contexte international, que tout cela ne tient pas. Elle parle de 9 millions d'euros pour des parkings relais, parkings silos, et au final, un seul nous coûte 6 millions d'euros, c'est le parking gare. Donc c'est pas réaliste, c'est hasardeux comme chiffrage. À un moment donné, nous avons fait, et nous sommes peut-être dans la vérité, puisque nous avons fait l'effort de donner quelques ordres de grandeur pour 2026-2027. Nous ne partons pas sur des prévisions qui sont de toute façon très hypothétiques. Juste pour en revenir, on va conclure merci. Avec vous. Oui, juste pour en revenir sur la question de sécurité. Alors, Monsieur Gafanèche insulte régulièrement nos policiers municipaux en les traitant de cow-boys. Alors, avec Monsieur Gafanèche, il n'y aura plus de police municipale, il n'y aura plus de caméras, et donc du coup, Mulhouse deviendra le Far West avec d'autres cow-boys. Alors moi, je pense au 22 février 2025, et je pense que tous les Mulhousiens étaient bien contents d'avoir les policiers municipaux. L'attentat, vous faites référence à l'attentat au marché de Mulhouse, effectivement. Je ne suis pas d'accord, je pense pas. Voilà. Bon, on va s'arrêter sur cette thématique-là. Je vous propose une dernière partie qui va s'intituler Santé, précarité. On va commencer avec une Mulhousienne qui vous pose une question très simple et qui concerne beaucoup de monde à Mulhouse. Ma question, qu'est-ce que vous allez faire pour avoir de plus de médecins généralistes? Parce qu'il manque beaucoup de médecins généralistes à Mulhouse. Alors un chiffre tout frais récupéré ce matin, 22% des Mulhousiens n'ont plus de médecins traitants ou n'ont pas de médecins traitants. Mulhouse devient un désert médical en quelque sorte. Ce n'est pas directement une compétence des maires. Pour autant, les habitants vous sollicitent. Michel Lutz, vous avez des propositions? Vous allez, dans votre futur mandat, proposer quelque chose pour enrayer cet exode de médecins? Ce manque de médecins. Absolument, c'est quelque chose qui s'invite régulièrement dans les débats nationaux et à juste titre. Alors oui, le constat, on manque de médecins. Alors nous avons créé une maison de santé dans le quartier de Bourtefiller que nous souhaitons dupliquer. Le modèle que nous avons conçu, nous souhaitons le dupliquer sur l'ensemble du territoire ou des quartiers de Mulhouse. Vous nous expliquer rapidement comment elle fonctionne, cette maison? Cette maison de santé Ça ne fonctionne pas, c'est tout, c'est clair. Comment ça? Ça ne fonctionne pas. Terminé, Madame Lutz, et vous aurez la parole tout de suite. Alors qu'est-ce qui a été mis en place? Alors c'est un modèle qui a été mis en place où effectivement on a intégré des médecins bénévoles au départ, des retraités, absolument. Et je crois que là on détient peut-être une clé aussi, c'est de dire on va à nouveau chercher des médecins retraités qui aimeraient faire quelques heures au service des Mulhousiens. Après, je vous passerai le montage financier qui a été fait. Grosso modo, ça a été porté par un aménageur. Donc, les personnes qui occupent ce lieu ont pu, moyennant un loyer confortable, ont pu construire cette maison de santé. Mais ça, c'est un montage financier qui a été fait avec notre aménageur. Avec des retraités, ça marche 3-4 ans. Certes, mais on sait à ce stade-là, toutes les études le montrent, qu'il faut encore attendre à peu près 5 à 6 ans jusqu'à ce que nous ayons de nouveau la possibilité d'avoir de nouveaux médecins formés. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que ce sont des études longues et qu'il faut du temps pour... Je n'ai pas fini, si vous m'y autorisez. Allez-y, terminez, et puis on donnera la parole à Loïc Mineri. Ce que je souhaite mettre en place, parce que les maisons, c'est bien, les maisons de santé, mais si elles sont vides, ça ne sert à rien. Moi, j'aimerais embaucher ce qu'on appelle un manager de la santé, qui aura, lui, la charge d'aller chercher des médecins. Il sera un facilitateur pour les installer et faire en sorte qu'ils restent sur place. Un médecin, quand il veut s'installer, il veut du logement, il veut de la crèche, il veut des écoles. Eh bien, ce manager de la santé, il fera ce travail-là au service des médecins pour les faire rester. Loïc Mineri, sur ce dossier de la santé et des médecins qui sont absents à Mulhouse. Aujourd'hui, le système CASAM que décrit Madame Lutz ne fonctionne pas parce qu'effectivement, il y a trop de turnover des internes, les affections longue durée qui sont concernées principalement. Donc, ça ne suit pas assez de patients. Les gens à Bourtefiller perdent les médecins traitants à vitesse grand V.
Et il y a une menace qu'en effet, Bourg-sur-Léa se retrouve sans médecin traitant d'ici 2-3 ans. Nous avons une autre solution, c'est une maison municipale de santé qui concentrera et qui va salarier les médecins. Quelle est la différence? Parce que dans les termes, on va c'est attirer les médecins parce qu'on va leur créer des conditions d'exercice raisonnables, c'est-à-dire des horaires maîtrisés. Les jeunes médecins aujourd'hui recherchent quoi? Recherchent des conditions agréables, ne pas passer 60 heures dans son cabinet. Ils ont une vie de famille, ils ont envie de s'établir dans un endroit qui leur fait envie. Il faut créer cette maison de santé publique. Médecins salariés par la mairie, donc. C'est ça. Donc beaucoup de villes le font aujourd'hui, c'est une solution dans des grandes villes et dans des zones rurales. Et Mulhouse est un désert médical aujourd'hui, donc nous voulons répondre à cela avec également des centres de santé municipaux dans tous les quartiers. Un point de fiscalité, monsieur. Pas du tout. Mais en fait, ce sont des solutions d'urgence sur lesquelles vous êtes d'accord, je crois, avec votre voisin Loïc Minéry Minéry sur ce dossier des fonctionnaires médecins municipaux. A lu mon document de 32 pages qui est Donc 30 médecins pour vous à Mulhouse aussi. Alors, clairement, deux solutions claires. Une maison municipale de santé, c'est à côté de Dunkerque, ça fonctionne bien. C'est les jeunes retraités médecins sont salariés par la ville de Mulhouse, qui se rétribuent, donc ça ne coûte pas plus un point de fiscalité, puisqu'ils sont rétribués, la ville de Mulhouse se rétribue sur les consultations. D'ailleurs, souvent, elle ne verse que 90% pour les médecins, et les 10%, c'est utilisé pour des infirmières, pour le fonctionnement de la structure. Une santé municipale, c'est comme ça que ça fonctionne, et ça existe à côté de Dunkerque. Plus de fonctionnaires, mais des médecins fonctionnaires. Alors, c'est des médecins qui vont travailler 3-4 demi-journées. Effectivement, les jeunes retraités en médecine, c'est 70 ans, ils resteront 4-5 ans. Et c'est pour ça que nous, on propose une bourse, un soutien mensuel aux étudiants en médecine à partir de la 2e année. 5 étudiants avec obligation ensuite de rester à Mulhouse pendant 5 ans, sinon ils remboursent. Merci Lara Millon. Elliot Gafanèche sur ce dossier de manque de médecins généralistes à Mulhouse. Je pense que je me répète, mais je bondis de ma chaise. Alors, franchement, vous êtes tellement d'accord, vous devriez fusionner au premier tour, faire une grande liste du macronisme centriste. Mais franchement, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'invite les gens qui nous regardent à aller chercher la carte des déserts médicaux, la carte de France. Vous avez 2 endroits qui ne sont pas en déserts médicaux, la Côte d'Azur. Bon, ils ont de la chance. Et les endroits où il y a un centre hospitalier universitaire. On revient sur Mulhouse avec vous, Christelle Ritz. Non, mais j'arrive, ma proposition. Non, mais 2 secondes, laisse une proposition. J'arrive sur ma proposition. Ce qu'il faut, c'est que en soi, les maisons de santé, les maisons municipales, c'est pas forcément des mauvaises idées. Mais il y a un moment où il y aura juste plus de médecins puisqu'ils partent tous à la retraite. Et aujourd'hui, un petit Mulhousien qui est à l'école, qui veut devenir médecin, il est obligé de partir à Strasbourg quand il est plus grand. Il y aura bientôt une fac de médecine, une première année. Et moi, je suis pour. Une licence. Moi, je pense. Première année licence de santé. Moi, je pense qu'il faut une vraie fac de médecine à Mulhouse et que le GHR du Munchberg devienne un CHU. Centre universitaire. C'est impossible. Voilà. Christelle Ritz sur ce manque de médecins. Moyens, effectivement, les gens que vous rencontrez sur le terrain vous en parlent régulièrement, je pense. C'est un des sujets premiers. Des personnes qui sont suivies pour des maladies de longue durée, qui ne trouvent plus de médecins, qui ne peuvent plus se soigner. Effectivement, l'idée aussi, c'est de créer un ambassadeur de santé, de proposer des bourses et effectivement de demander aux médecins de se maintenir sur Mulhouse au moins pendant 5 ans. Et effectivement, l'idée, vous êtes quasi tous d'accord pour dire on ne peut pas ouvrir un hôpital universitaire à Mulhouse. À un moment donné, il faudra tendre vers cela. Oui, ça ne relève pas du maire. Pourquoi ils ne viennent pas à Mulhouse, les médecins? Pourquoi ne viennent-ils pas à Mulhouse? Mais parce qu'il faut leur proposer un PAC, on l'a dit tout à l'heure, quand ils viennent à Mulhouse, ils viennent s'installer avec leur famille, avec leur mari, avec leurs enfants. Il faut trouver un logement adéquat, il faut proposer des places de crèche, d'où cette proposition de cet ambassadeur qui va suivre les personnes. Rejoignez Michel Lutz sur ce point. Oui, bien sûr. Nous l'appelons autrement, mais c'est la même solution. Est-ce que c'est facile d'être... Parce que vous êtes en train de nous dire qu'il faut que Mulhouse devienne séduisante d'une certaine manière pour les médecins. Attractive. Plus attractive. Qui propose une offre d'accueil convenable pour ces jeunes médecins. Il faut accompagner les personnels de vous santé. savez, on sait très bien... C'est une évidence et ça aurait dû être fait depuis longtemps. Michel Lutz. On sait très bien, et c'est les chiffres qui le démontrent une fois de plus. Et quand on interroge un médecin, un jeune médecin, pourquoi il vient à un moment donné à Mulhouse? Pour faire son travail, évidemment. Mais en général, tous ces médecins-là ont une certaine appétence à retourner sur le lieu où ils ont été formés. Alors c'est vrai que vous l'avez dit, et merci de l'avoir dit, Monsieur Janton, nous aurons une première année licence santé en 2027, donc à Mulhouse. Et je crois que ça, c'est déjà le début de la clé, faire venir des étudiants, faire venir des médecins et faire en sorte qu'ils restent.
Mais c'est pas assez. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit bien, il faut un plan Marshall pour la santé à Mulhouse. On a une problématique de plus en plus grande en matière de santé mentale, notamment. Nos jeunes sont en grande difficulté par rapport à ces problématiques. Il y a très peu de spécialistes, au-delà des médecins traitants et des généralistes dont on parlait. Au-delà, effectivement, de la première année de santé, qui est une bonne chose, mais qui doit évidemment se nourrir d'années supplémentaires, d'études sur Mulhouse. Il faut mettre le paquet sur ces politiques de santé. Il faut qu'on arrive justement à innover, à être un peu plus attractif, bien sûr, pour les professions de santé, que faire en sorte que demain, nous ne soyons pas en grande difficulté, que nous ne soyons pas en situation de dire notre population est en grave danger parce que justement, elle ne peut pas se soigner correctement. Alors, c'est une population qui est aussi en grande précarité. Patrick a donné le chiffre tout à l'heure. C'est aussi un enjeu, cette santé, pour cette population extrêmement précaire. J'imagine que ça fait partie de vos priorités, Elliott Kefanesh. C'est peut-être notre priorité numéro 1, je pense. Là, quand on élève un enfant à Mulhouse, en plus de toutes les autres charges qui viennent avec, on doit payer par enfant 200 € d'abonnement Solea. On doit lui payer 8,50 € si on a 2 enfants et qu'on a le salaire médian en France pour le mettre à la cantine à Mulhouse. On doit payer en moyenne 180 € à l'année pour lui payer une licence de sport. Tout ça, il y a une solution qui est très simple. On rend tout gratuit. Et je vais vous expliquer comment, c'est chiffré pour Madame Mignon. Alors, et pour ça, et qui est-ce qui paye Qui est-ce qui paye le Kefanesh le Reberg. Oui. Mais ça vous énerve parce que c'est votre électorat, c'est pas le mien. Ils vont pas voter pour moi. Mais soyons un peu plus précis. Là, vous êtes en train de nous dire, vous faites le Robin des Bois de Mulhouse, finalement. Non, pas le Robin des Bois. Vous ne voulez pas augmenter une taxe foncière seulement dans une zone? Non, pas le Reberg qui est stigmatisé. Ce qu'on va faire, vous êtes tous d'accord de nouveau, c'est marrant. Mais non, mais c'est la vérité. Si vous voulez, je vais vous expliquer. Entre les quartiers, suivant les quartiers mulhousiens, il y a des exonérations. Quelque chose qui vous paraît cohérent. Mais non, mais c'est juste pas légal, sauf quelques exonérations très ciblées, etc. Juste pour réduire les inégalités d'accès aux soins, nous on propose une création d'une mutuelle de santé communale négociée avec un assureur, parce qu'effectivement, on a de plus en plus de personnes qui n'arrivent plus à financer une mutuelle, et je pense que ça, c'est aussi important de le dire. Loïc Minéry, sur cette question de la précarité. Alors, M. Kefanesh a des propositions. Taxer davantage les gens qui habitent dans certains quartiers, les hauts revenus à Mulhouse. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est la loi qui ne nous le permet pas aujourd'hui. J'aimerais bien pouvoir effectivement faire œuvre de justice sociale, de meilleure répartition des richesses à l'échelle de Mulhouse. La loi ne le permet pas. Donc, ce qu'on peut si vous ne le permettez pas, c'est votre alliance avec le Parti socialiste. On peut actionner, s'il vous plaît, comme levier. C'est notamment la question de l'expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation. Nous le proposons. Nous aimerions aussi expérimenter le territoire zéro chômeur de longue durée. Ce sont des réponses très concrètes contre les situations de précarité que vivent aujourd'hui beaucoup trop de Mulhousiennes et de Mulhousiens. Nous voulons aussi favoriser l'emploi, la création des emplois pour nos jeunes à Mulhouse. Là aussi, les taux de chômage sont effrayants. Dans certains quartiers, les jeunes sont confrontés à des taux de plus de 50% de chômage. Il faut faire quelque chose pour notre jeunesse. Et il faut aussi lutter contre le fléau des freins à l'emploi, notamment pour les familles monoparentales. On en parle peu, mais les familles monoparentales sont en grande difficulté par rapport aux problématiques de garde de leurs enfants. Il faut aussi très clairement mettre le paquet sur cette question pour trouver des solutions. Alors encore un mot sur cette question-là. Au niveau de la précarité, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des étudiants. Et les étudiants aujourd'hui sont en très grande précarité, notamment pour tout ce qui est aide alimentaire. Et donc moi j'aimerais reprendre tout le travail que j'avais fait sur l'aide alimentaire mulhousienne. Quand j'étais adjointe au maire, j'avais créé une épicerie solidaire dans les coteaux. Et j'aimerais effectivement reproduire ce modèle-là dans différents quartiers de Mulhouse et créer une épicerie solidaire spécifique pour les étudiants dans le quartier de la Fonderie. Je peux répondre, je suis étudiant à la Fonderie et ça m'énerve. Très rapidement. Non, je suis désolé. Là, le vrai scandale pour les étudiants à Mulhouse, c'est le nombre ridicule de places. Michel, sur ce dossier des étudiants mulhousiens. Les étudiants, moi j'ai une solution, ça s'appelle un cabas pour un étudiant. Clairement, c'est du pragmatique, ils ont droit à un cabas. Alors, est-ce que c'est par semaine ou tous les 15 jours un toit pour 2 également, parce qu'on se rend compte qu'il y a des étudiants qui ont du mal à se loger et il faut des coûts maîtrisés. Chez les seniors, pourquoi pas? Je pose les choses. Je n'ai pas dit que c'est acté, je pose les choses. Mais concrètement, par contre, Monsieur Minéry, j'aimerais terminer, s'il vous plaît. Et il y a ce que nous souhaitons faire également, c'est ce qu'on appelle la Cité de la Solidarité. C'est un lieu où toute personne qui est en difficulté trouvera une réponse sans être dans les méandres administratifs.
notre centre communal d'action sociale. Je suis obligée de vous couper parce qu'il reste exactement 5 minutes d'émission. Et vous savez qu'on termine cette émission par une proposition, 45 secondes pour convaincre. Et vous démarquez dans un ordre qui a été déterminé par tirage au sort. Et c'est vous, Michèle Lutz, qui avez été désigné pour démarrer. À vous la parole. Alors, pour terminer, j'aimerais peut-être dire aux Mulhousiens que j'ai la volonté de poursuivre un chemin avec eux. Un chemin qui fait que la ville sera encore plus belle, plus attrayante, plus attractive, bien sûr. J'aimerais écrire une nouvelle page avec chacun des Mulhousiens, qu'ils soient acteurs, qu'ils soient habitants de la ville. Et je pense que la vie quotidienne de Mulhouse et l'avenir de Mulhouse sont mes seules priorités. Je n'ai pas l'intention de faire carrière. Et peut-être pour terminer mon propos, parce que je vois que le temps est compté, vous dire juste une chose. Je ne veux pas que cette ville soit gérée par des partis populistes. Et vous savez, dans la vie, j'ai 3 amours. Mon pays, l'Alsace et Mulhouse. Christelle Ritz, pour conclure. Mulhousienne, Mulhousien, Mulhouse mérite aujourd'hui une véritable alternance. Trop souvent, j'ai vu des décisions prises sans réelle concertation, sans tenir compte de vos attentes et de vos difficultés. Face au bilan du maire sortant, je le dis avec franchise, nous devons faire mieux et nous allons faire mieux. En tant qu'ancienne adjointe au maire, j'ai acquis l'expérience des dossiers, la connaissance du terrain, la compréhension des enjeux locaux. Cette expérience, je veux la mettre pleinement au service d'un projet fondé sur la proximité, la transparence et l'efficacité. Ma priorité sera claire, rétablir la sécurité dans tous nos quartiers, soutenir nos commerces, défendre notre cadre de vie et redonner toute sa place au dialogue avec les habitants. Les 15 et 22 mars, vous avez le choix. Le choix du renouveau, de l'action et du courage. Je compte sur vous. 45 secondes tout pile. Elliot Gafanèche, la parole est à vous. Je pense que j'ai pas grand-chose à dire aux Mulhousiens. Ils ont dû tout voir ce soir. On a été les seuls à la France Insoumise à défendre la gratuité des transports pour tout le monde, à défendre le référendum d'initiative citoyenne pour tous les Mulhousiens, à défendre le jumelage avec Gaza et la fin du jumelage avec Givatayim. Et vous les avez vus faire front commun contre ces propositions ce soir-là. Alors, le message que je vais vous dire, c'est le 15 et 22 mars. Si vous voulez que rien ne change, votez pour eux. Sinon, votez pour une Mulhouse populaire et antiraciste. Lara Millon, c'est à vous de conclure. Non, je crois qu'il y en a. Non, c'est à vous de conclure, c'est votre moment de conclusion. Voilà. Donc, être maire d'une grande ville de plus de 100 000 habitants ne s'improvise pas. Cela demande une équipe solide et engagée, un programme sérieux, chiffré, concret, du travail, du courage et de l'humanité. Je vous promets de vous écouter, de vous concerter, de vous rendre compte, d'utiliser mes compétences, mon expérience et mon réseau pour notre ville. Plus de sécurité, plus de propreté, plus de stationnement, plus de proximité, plus de soutien, plus de santé. Nous sommes la seule alternative sans risque au système en place, aux extrêmes ou à l'écologie punitive. Je serai la mère de toutes les Mulhousiennes et de tous les Mulhousiens si vous nous faites confiance le 15 mars. Merci beaucoup. Et donc la conclusion, pour vraiment conclure, Loïc Minéry. Mulhousiennes, Mulhousiens, nous voici à un tournant. Ces dernières années, vous nous avez confié vos inquiétudes, vos colères, vos espoirs aussi. Comme moi, vous aimez Mulhouse. Pourtant, vous voyez que dans notre ville, le quotidien devient plus compliqué. L'avenir est bouché. Il est temps de réagir et surtout d'agir. Il est temps de faire avec les habitants, pour les habitants. Il est temps de s'occuper de notre jeunesse, de nos enfants, de nos seniors. Il est temps de remettre Mulhouse sur la carte. Il est temps de reprendre notre place et notre rang à M2A. Le temps est venu d'ouvrir un nouveau chapitre. Écoute, proximité, efficacité. Nous demanderons à être jugés sur des actes. Nous sommes prêts. Nous sommes la seule alternative crédible. Nous sommes l'union de la gauche et des écologistes. Nous sommes Mulhouse en commun. Votez pour nous les 15 et 22 mars prochains. Merci à tous pour votre participation. Ce débat est donc terminé. Alors, 2 autres débats seront organisés sur notre antenne avant le premier tour. Il y aura celui de Colmar le 9 mars à 18h15. J'aurai le plaisir de vous retrouver en compagnie de Grégory Fraise. Et puis Strasbourg, ce sera le 11 mars également à 18h15, animé par Alexandra Bucure et Magali Fichter. Je vous rappelle aussi évidemment les dates de ces élections municipales auxquelles vous êtes tous invités à voter. Ce sera les 15 et 22 mars prochains. Nous aurons évidemment des soirées électorales sur Ici Alsace pour suivre les résultats dans toutes les villes de notre région. À suivre, Rundoom et puis votre journal ici 19-20. Bonne soirée à tous.